Alors, Franck et Raphaël, quelle est la particularité de géopolitique profonde par rapport à d'autres médias? Et je dis ça sans critiquer, sans voilà, mais juste voilà. Quelle est notre particularité par rapport aux autres? Parce que chacun a son particularisme. Hein. Oh bah nous, c'est simple, c'est vraiment, on donne la parole à tout le monde. Et je pense qu'on l'a prouvé. Il n'y a pas un mec qui est censuré de partout qui n'est pas venu chez nous, en soi. Quasiment, on a quasiment invité tous les mecs les plus sulfureux, et on continuera de le faire, et on continuera d'inviter d'ailleurs tous les autres s'ils veulent bien venir. Donc nous, notre particularité, c'est vraiment, on est ouvert pour de vrai, ouvert d'esprit, et ouvert à la liberté d'expression, c'est le combat principal de toute façon. On est là pour rétablir la liberté d'expression, et surtout lutter contre le politiquement correct, parce que pour moi, c'est la gangrène numéro 1 de la France, c'est qu'on ne peut plus penser, et on ne peut plus dire. C'est-à-dire quoi, tu es le Elon Musk français? Non, mais c'est juste que la liberté d'expression, c'est un vrai problème en France. Et tout le monde l'aura constaté à travers, depuis les différentes années qui sont passées. Voilà, on a de gros problèmes à ce sujet, et nous, on est là pour rétablir un tant soit peu les choses, tout en respectant évidemment la loi et les règles de la communauté. Bien sûr. Alors Raphaël, la particularité, et puis deuxième chose, toi qui habites à l'étranger, est-ce que tu sens aussi que par rapport à la France, enfin je veux dire, est-ce que tu sens que la France, voilà, c'est du politiquement correct, on peut pas trop parler, on s'auto-censure, etc. par rapport à là où tu habites? Alors, ça va être le même point qu'a pu développer Franck, c'est-à-dire la liberté d'expression, mais surtout le point le plus précis, c'est-à-dire qu'en fait, on ne représente pas un tribunal aussi. C'est surtout ça, parce qu'il y a des médias qui peuvent inviter tout le monde ou inviter beaucoup de gens, mais après juger ces personnes-là, ces personnalités, pour pouvoir les détruire. Et nous, un peu la TPMP, quoi. Un peu comme TPMP, ça, faut le dire. C'est ça. Oui, bien sûr. Et nous, je pense qu'on a quand même cette honnêteté. Même toi, Mike, tu remplis très bien ce travail, et ainsi que Nicolas, notamment pour les émissions plateau. C'est-à-dire de pouvoir accueillir les invités et de simplement mettre leur travail en valeur de manière neutre. Et après, laisser libre cours à un débat lorsqu'il y en a un. Et je vois en plus, on le voit régulièrement, ça fait réagir nos spectateurs. Il y a des invités qui sont détestés par nos spectateurs. On les fait quand même venir pour qu'il y ait une voix discordante, parce que ça représente une part de réalité à mettre en avant, et ça permet d'avoir des éléments qui font avancer les débats. Donc pour moi, c'était vraiment important, et c'est vrai que ça, quand même, Franck l'a dit, il faut quand même le rappeler, nous on l'a montré par nos actes qu'on n'a pas de liste noire particulière, surtout pour les personnages très sulfureux qui normalement sont interdits des médias dominants. On a quand même fait nos preuves, même en frôlant les risques. Oui, c'est ça, en frôlant les risques. Que ce soit en frôlant les risques de censure, parce que lorsqu'il y avait des risques et qu'on était sur la limite, on osait être sur la limite. Après, il y a des règles de la communauté qui font qu'on peut avoir un impact immédiat et on ne peut rien faire, malheureusement, sur certains sujets. Cependant, sur voilà des sujets où en fait c'est vrai, parce que c'est vraiment du politiquement incorrect, là non, là on l'a montré clairement à multiples reprises. J'invite tous les spectateurs et ceux qui découvriront le média avec cette émission de voir nos précédentes émissions, et surtout celles qui ont eu un très bon score. Vous pouvez voir des trios intéressants. Il y avait une émission par exemple avec un trio interdit, c'est-à-dire il y avait Alain Soral, Vincent Renoir et Alexandre Juvin-Brunet sur un sujet en même temps. Là c'était mettre les pieds dans le plat sur un tabou important en France. Et pour l'autre question, ça me permet de faire le lien, c'est que oui, le problème c'est qu'en France il y a plein de sujets qui sont interdits, et c'est pas uniquement un sujet qui va toucher les médias mainstream ou bien la gauche, c'est qu'au sein même des médias alternatifs et de la dissidence, il y a plein de sujets absolument tabous. Lesquels par exemple? Il faut absolument pas parler. Eh bien, par exemple, dès qu'on va aborder le sujet qui est actuellement sur le conflit israélo-palestinien, il y a que depuis quelques semaines ou quelques mois que vraiment il y a une sorte de convergence des médias alternatifs pour dénoncer les actes du lobby sioniste sur le territoire de Gaza, mais aussi même d'une influence d'un lobby sioniste en France. Et ça, pourtant, c'est toujours compliqué, parce qu'il y avait constamment ce réflexe, ce chantage à l'antisémitisme, sans être capable de faire la part des choses. Soyons honnêtes, moi en tout cas, c'est profondément ce que je pense. Et il y a d'autres sujets comme ça, ou même quand on va mettre un pied, alors c'est vrai que ça peut être très compliqué lorsqu'on aborde un sujet, c'est-à-dire nos spectateurs peuvent croire des fois qu'on va valider, mais c'est donner la parole. Lorsqu'on va mettre un pied sur les sujets qui peuvent toucher à de l'ésotérisme, du satanisme ou autre, il y a des opinions qui sont très larges, même très contraires, et le tout c'est de les mettre en avant, de ne pas les invisibiliser, et de pouvoir confronter la réalité des arguments. Voilà, et après essayer d'avancer. Donc ça, et moi je vois très bien, parce que je suis à l'étranger depuis 1 an maintenant, et je vois la grande différence qu'il y a, c'est que, eh bien oui, il y a, en fait c'est vraiment un lien qu'on peut faire avec les élections américaines, en fait il y a du bon sens. On se rend compte une fois qu'on part à l'étranger que la France ne vit absolument pas dans le bon sens.
On est pollué et écrasé par le progressisme, par le LGBTisme, la pensée de la modernité, et aussi même une crainte, une peur, parce qu'il y a énormément d'insécurité. Donc il y a des sujets communautaires sur lesquels on ne peut pas parler, des sujets d'identité. C'est interdit, sinon voilà, on peut se prendre des attaques, que ce soit sur les réseaux, ou même on peut se sentir après inquiet dans la rue, alors qu'il y a des débats à mettre en place calmement et intelligemment. Et à l'étranger, on n'en est pas à ce stade-là. Et il y a aussi une autre part, mais là ce serait peut-être un sujet un peu trop technique, mais c'est que ça, pour moi, c'est une critique que je fais beaucoup sur la France, c'est que aussi sur le sujet financier, de la liberté financière et de l'énergie. C'est le grand tabou français de parler concrètement d'argent et de moyens pour développer des projets. C'est très compliqué d'en parler. Et quand on regarde le milieu anglo-saxon, eh bien eux, ils ont une liberté d'expression sur ce sujet-là. Et même un peu surtout, développer des projets à très grande échelle qui n'a rien à voir avec la France. Donc on a vraiment de très gros handicaps sur ces points-là. Et à mon avis, il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis ou même d'aller en Asie pour ça. Il suffit d'aller un tout petit peu en Europe de l'Est, on voit des différences flagrantes. Non, mais tu as raison. Par exemple, j'ai parlé du sujet de Bilderberg et du changement de patron à Bilderberg. C'est une information que j'ai trouvée que sur le Daily Mirror anglais. Et pas un mot en France. Alors quand même, le club Bilderberg, c'est quand même pas rien, quoi. Et d'ailleurs, je trouve bizarre. Enfin, moi, j'ai reçu, il dit voilà, Soral, Renoir, Juvin Brunet, Jérôme Bourbeau. Enfin, non, Jérôme Bourbeau, c'est pour courtoisie. Enfin, j'ai reçu tous les affreux, les méchants. Dieudonné, on a été les premiers à recevoir Dieudonné, alors que maintenant Dieudonné passe chez les alternatifs. Et moi, je comprends pas qu'on leur donne pas la parole à ces gars-là, parce que franchement, je vois pas où ils sont ultra transgressifs, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, franchement, je les ai découverts, parce que moi, je suis pas. Enfin, hormis notre ami capitaine, mais les autres, je les ai un peu découverts, et j'ai pas. Je sais pas. Moi, je vois pas où ils sont ultra. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a une chape de plomb en France. Je sais pas ce que t'en penses, Nicolas. Que de chemin parcouru entre Nicolas Sarkozy et Vincent Renoir et Alain Soral. Hein. Moi, j'étais plutôt au milieu du guet en ce qui me concernait. Une anecdote, dans les milieux souverainistes, toujours sur Radio Courtoisie, lorsqu'on a commencé à lancer les idées de liberté d'expression, c'était, tenez-vous bien, pour soutenir Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour, il se faisait virer à droite à gauche. Et d'ailleurs, le type nous méprisait souverainement parce qu'on le défendait sur Radio Courtoisie, mais lui, il n'était pas question qu'il vienne chez nous. Il s'était, venez, soutenez-moi si vous voulez, bande de cons. Mais par contre, moi, non, merci. Mais par contre, il voulait bien quand même nos auditeurs pour le soutenir. Je sais pas, j'ai un petit décalage, alors c'est difficile. Tant qu'il n'était pas payé, il ne venait pas. Ah oui, tant qu'il n'était pas payé, il venait pas. Donc, le petit coup, là. Donc, non, mais ça, c'est pour dire que, en fait, moi, ce que je pense, c'est que GPTV, c'est le premier média qui a franchi le miroir, qui est de l'autre côté du miroir, déjà, là où la plupart des médias, même alternatifs, sont au milieu du guet. Or, je pense qu'en période de guerre, nous sommes dans la guerre de l'information, aujourd'hui, il faut jamais être au milieu du guet. C'est l'endroit où vous vous faites tirer comme des lapins. Il vaut mieux carrément aller dans la tranchée du gars qui est en face et de terminer le truc à la baïonnette. Ce que je veux dire par là, dans cette métaphore, c'est qu'il faut jamais. C'est une erreur que commettent beaucoup de nos confrères médias dits alternatifs, c'est qu'ils font le choix. En effet, non seulement ils jugent les personnes qu'ils invitent, mais en plus de ça, ils ne veulent pas aller chez certains. Et nous-mêmes, on est confrontés quant à nos invités, mais à la limite, tant pis pour eux, en se disant, finalement, GPTV, ça va trop loin. Mais ça, j'avais déjà connu ça à la pire époque de la radio, où le patron de la radio était un repoussoir. Et j'avais remarqué quand même un truc, c'est-à-dire que c'est en fait ceux qui étaient le plus d'extrême droite, qui étaient rétifs parce que ça faisait penser à leur passé et puis ils avaient trouvé une place au soleil en cours de route. Comme je le dis, qui se sent morveux se mouche. Et donc, à la limite, tant mieux s'ils viennent pas, ceux-là. Ils viendront de toute façon un jour ou l'autre, mais de toute façon, je pense qu'ils sont beaucoup plus en danger au milieu du guet. Et voilà, ça, pour moi, c'est une nouveauté, c'est vrai. Ça a été une bascule, c'est-à-dire GPTV, c'est le média qui est de l'autre côté, qui a franchi le miroir. Et donc, quand on a franchi le miroir, je dirais, on n'a plus rien à craindre. Bah oui, Charles Lara. Vas-y.
Le pari est bon de toute façon parce que Trump a gagné en passant sur les médias alternatifs et en niant tous les médias mainstream. Donc, en fait, ce qu'on fait là, c'est clairement, on va vraiment gagner sur le long terme, c'est sûr et certain. Parce que la place qu'on prend petit à petit, même si les médias mainstream restent complètement dominants et que la plupart des gens continuent d'avoir les opinions des mainstream, nous, ce qu'on fait là, mais les résultats qui vont arriver dans les années qui vont suivre vont être démentiels. Et c'est pour ça que le travail est important. Et je pense que de toute façon, avec le débat, vu comment on fait avancer le débat, clairement, on a une vraie place et on joue notre rôle et on va continuer de le jouer. Et ce rôle est hyper important. Demain, on pourra peut-être faire élire des gens ou pas. Tu voulais rebondir, Lara? Oui, je voulais rappeler que, encore une fois, le rôle d'un journaliste, d'un animateur de plateau, ce n'est pas être partie prenante dans le débat. C'est la capacité dans la courtoisie, recevoir les invités, même quand il n'est pas d'accord profondément ou qu'il vient du bord complètement inverse. C'est notre capacité, effectivement, à rester courtois sans être courtisan, sans être complaisant avec nos invités et donner la parole à tous ceux qui acceptent de venir parce qu'ils ont un message à délivrer, qu'on soit d'accord ou pas avec. Et ça, c'est très important et je pense aussi qu'il est important aujourd'hui à peut-être mettre en lumière ceux qui refusent de venir quand il s'agit de leur domaine d'expertise ou qui acceptent... Il y en a très peu qui refusent de venir. Mais si, il y a quand même quelques-uns. Par exemple, sur l'intelligence artificielle, il me semble que Laurent Alexandre, à plusieurs reprises, a évoqué la possibilité de venir. Non, Laurent Alexandre veut un débat avec quelqu'un qui ne soit pas pro-russe, pas anti-injection, mais sinon il viendra. C'est un moyen de dire je ne viens pas. Tu sais bien. Bon, on lui trouvera quelqu'un qui soit pas dans ses cordes. Mais bon, après d'un autre côté, moi je sais pas. Moi j'aimerais bien avoir Laurent Alexandre, mais plutôt dans un débat, parce que moi je sais pas sinon ce qu'il apporterait de plus dans ce qu'il dit, quoi. Bon, bref. Ah bah si, il a beaucoup de. Mais dans un débat, il a beaucoup d'analyses sur l'intelligence artificielle et sur plein de trucs comme ça, donc il a des choses à dire aussi tout seul. Là, je vous suggère d'aller expliquer, à mettre en place. C'est intéressant. Bah écoutez, on va parler de la lettre d'information géopolitique profonde, on va parler des nouveautés qui arrivent pour 2025, mais avant ça, les annonces du jour. Envie de liberté ? Dépêchez-vous, car il vous reste moins de 5 ans. Vous ne me croyez pas ? Je préférerais aussi, mais... Dans 5 ans arrive l'euro numérique. Et avec lui, la liberté, l'épargne et la consommation ne seront plus jamais comme avant. C'est-à-dire que vous n'aurez plus rien, mais que vous serez heureux. Merci bien. Chez GP, on travaille tous dur pour informer le public de ces plans, mais on travaille encore plus dur pour lutter contre ces plans. Et notre outil de lutte numéro 1, c'est notre magazine La Lettre Confidentielle. Dedans, on détaille nos analyses macroéconomiques et on expose nos solutions financières. Et pour beaucoup d'abonnés à cette revue, le changement dans leur vie a été sans équivoque. Alors, envie de tourner la page ? C'est juste sous la vidéo. Merci bien. Nous revenons donc, n'oubliez pas d'adhérer au club Géopolitique Profonde. En ce mois de décembre, nous avons Gérard Chevrier, Claude Janvier, l'assassinat de Kennedy, on en parle. Allez-y, adhérez au club Géopolitique Profonde, le lien est sous la description. 7 jours d'essai gratuits. Et j'ai oublié de le dire, mais je ne l'oublie pas, il ne faut pas avoir peur. Géopolitique Profonde, géopolitiqueprofonde.com, la boutique. Tiens, allons sur la lettre de Géopolitique Profonde. Donc on l'a lancé, ça fait 19 mois que c'est lancé. Comment ça se passe? Combien? Est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés? Est-ce qu'il y a beaucoup d'auteurs? Tiens, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, cher Franck? Oui, ça a pas mal évolué. Donc on a de plus en plus d'auteurs, c'est ça qui est intéressant. Et d'ailleurs, les nouveautés de 2025, ça va être une nouvelle formule purement géopolitique et géostratégique, beaucoup plus de géopolitique. Donc là, on a plein de nouvelles personnes qui vont arriver et on va faire vraiment une revue passionnante. Il y aura notamment Juvin Brunet qui a écrit un article sur comment faire une révolution, les étapes d'une révolution en fait. Il y a un article vraiment très intéressant et puis surtout, je suis content de l'avoir en tant que contributeur pour la revue. Et donc voilà, Fabrice Divisio. Voilà, on a aussi Maître Divisio qui va participer, qui parle également de la revue, donc ça c'est sympa aussi. Et en fait, on va vraiment se concentrer sur des sujets beaucoup plus techniques, mais en même temps assez faciles à aborder. Comme ça, les gens ils auront
plus on avance, de toute façon, plus on améliore la qualité de la revue et également sur la forme. On essaie d'améliorer en fait la lisibilité. C'est une revue en couleur. Il y a environ 70 pages par mois qui sont envoyées. Et donc vous pouvez prendre le temps de la lire tranquillement. Et ouais, c'est un gros travail. Et là, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus. Et donc c'est un bon succès. Il y a environ 1600 abonnés en papier, puis il y a peut-être 500 ou 600 abonnés numériques. Donc voilà, vous avez le choix en vous abonnant, c'est soit papier, soit numérique. Et vous la recevez tous les mois. Vous avez également accès à une plateforme de formation où on parle pas mal des stratégies que je développe dans des formations sur le Bitcoin, sur les marchés financiers. Donc pas mal de choses aussi pour se débancariser, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire en tant que Français si on a juste un compte bancaire ou si on a un peu d'épargne ou beaucoup d'épargne. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait aujourd'hui pour essayer de se protéger de ce qui peut se passer demain en termes d'instabilité politique, financière, etc. Sachant qu'évidemment, plus on avance dans le temps, plus la situation s'aggrave, que ce soit la crise immobilière, que ce soit le CAC 40 qui fait aucune performance, que ce soit l'assurance vie qui va pas très très bien marcher à cause justement de la situation budgétaire et politique en France. Donc il y a pas mal de choses à faire sur ça et les gens ont accès à ça dans la revue. On va également développer un axe communautaire, donc pour que les gens puissent plus se parler, mieux se parler et potentiellement se rencontrer. L'objectif, c'est également de faire plus d'événements. On avait fait un bel événement en juin. On avait rencontré pas mal des auditeurs de Jeux que je salue et que je remercie d'ailleurs. Il y avait environ 700 personnes à cette soirée. Donc, je pense que c'était bien amusé. Et, mon objectif en 2025, c'est de remettre vert avec pas mal d'auteurs de la revue et également les invités des plateaux. Et puis inviter également tous les abonnés pour qu'ils puissent nous rencontrer, qu'on puisse discuter, festoyer tranquillement et échanger surtout dans la joie et la bonne humeur, tout en restant sérieux et en parlant des sujets graves qui nous préoccupent. Donc ça, voilà, la revue va Ça se veut dire quoi? Ça veut dire développer. que la revue, en fait, là, qui est déjà d'une très belle qualité. D'ailleurs, on en avait parlé avec Maître Divisio, qui a vanté la qualité de la revue. Elle va encore s'améliorer, c'est-à-dire qu'il y aura encore un boost, si je puis dire. Oui, déjà, en fait, ce qui l'améliore principalement, c'est l'arrivée de nouveaux auteurs de qualité. C'est vraiment ça, par exemple, Sylvain Ferreira qui va arriver pour faire des articles en tant qu'historien militaire. Ça va apporter une réelle plus-value, par exemple. Il va faire des articles de manière plutôt régulière. Donc ça va rajouter une belle plus-value encore une fois. Et puis voilà, l'objectif, c'est également que tous les mois, il y ait une sorte un nouveau souffle, un petit vent d'air frais à chaque fois, avec de nouveaux sujets. Les gens nous ont, par exemple, pas mal réclamé de sujets un peu plus religieux sur le catholicisme ou des choses comme ça. J'ai demandé notamment à Maître Divisio d'essayer de développer cet axe pour faire des analyses, par exemple, de la situation de Notre-Dame ou des analyses un peu plus sociétales sur ce qui se passe en France avec le point de vue catholique. Ça, c'est une demande notamment des lecteurs. Et du coup, on va mettre ça en place petit à petit. Et donc, voilà, différents sujets. Les sujets économiques et les financiers sont toujours les plus compliqués à aborder. Donc moi, je vais essayer de faire un peu plus d'efforts pédagogiques à ce niveau-là. Et essayer de proposer également des petits investissements tous les mois à faire pour tout un chacun. Comme ça, tous les mois, il y aura une liste de recommandations. Mes investissements que j'ai faits, ce sont pas des recommandations financières en soi, mais ce seront les investissements que j'ai faits, moi, avec également les clients de la formation. On dit ce qu'on a investi, ce qu'il faudrait investir sur le mois prochain. Et comme ça, les personnes auront aussi quelques pistes. Sachant que l'objectif, c'est évidemment de faire on fait pas du trading, on fait de l'investissement, entre guillemets, simple. On investit un peu sur le long terme. Et puis, on essaie de gagner assez facilement, quoi. Par exemple, en 2024, on a fait de sacrées performances, mais en même temps, c'est facile. Tous les marchés étaient haussiers. Les cryptos ont complètement explosé. Donc là, forcément, moi, vu que j'en parle depuis des années, on est sacrément gagnant. Mais il y a également l'or qui a explosé. J'avais écrit 2 livres à ce sujet, 2019 et 2021. Et là, voilà, 2023 et 2024 ont été des excellents millésimes pour l'or. Et même sur les marchés financiers, en fait, tout simplement. Donc, en fait, là, tous les marchés sont haussiers. Tout le monde est content. 2025, je prévois que ça va très, très bien marcher encore une fois. Mais 2026, je pense qu'il faudra quand même sortir de pas mal de choses. Donc, faudra rester à l'affût à ce niveau-là. 2025, il y aura de la croissance. 2026, je pense que on va arriver à un retour de l'inflation. On va arriver à des crises de plus en plus poussées. Ce sera l'avant-dernière année de Macron, je crois. Donc, je pense que la situation en France, notamment, va vachement s'aggraver d'ici là. Donc, il faudra également faire un peu attention à ce qu'on fait du point de vue purement économique et financier, chacun pour son patrimoine. Tu as parlé du capitaine Juvin Brunet. Il écrit sur la Révolution. Là, pour le coup, là, l'article m'a l'air ultra transgressif. Un petit mot dessus, sans trop dévoiler quand même. Non, c'est simple. En fait, il décrypte
avec des exemples historiques, avec différents pays. Comment se sont déroulées des révolutions et quelles sont les différentes étapes qui amènent à une vraie révolution, une révolution entre guillemets qui marche. Sachant qu'il faut gérer l'avant-révolution, il faut gérer aussi l'après-révolution. Donc l'article en fait, il est un peu subversif, c'est vrai. Il pose vraiment les bases de ça et c'est vachement intéressant de voir en fait où on en est nous, à quelle étape on en est exactement en France. Et c'est vrai que Juvin Brunet, il a pas sa langue dans sa poche, donc c'est assez intéressant d'avoir. Et puis il a vraiment écrit un superbe article qui deviendra un bouquin, si j'ai compris. Je crois qu'il annonce dans l'article. Donc il prépare également quelque chose à ce niveau-là avec ses équipes. Et donc non, son article est excellent. Donc là, je recommande vraiment les gens de s'abonner, de recevoir la revue de janvier. Ils vont découvrir la revue de janvier, c'est une nouvelle formule. Là, ils vont découvrir une super revue. Je pense que c'est une des meilleures qu'on a faites. Donc ouais, ça va être pas mal.